Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolis Télévision. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine d'analyse des questions économiques, politiques et des questions d'actualité. Après près de 8 mois d'enquête, le verdict est finalement tombé sur la mort tragique de l'ex-ministre Chérubin Okende. Selon le procureur près la Cour de cassation, l'ancien ministre s'était suicidé d'une balle dans la tête. Une thèse qui est tout de suite rejetée notamment par son parti Ensemble pour la République. Nous essaierons d'analyser ces questions ici sur le plateau, mais rassurez-vous, il ne s'agira pas pour nous de faire ou bien de verser dans la polémique. Toujours dans cette émission, nous allons revenir sur le contrat renégocié, le contrat chinois bien sûr, qui garantit cette fois-ci qu'à la RDC pour contraindre ou bien pour obtenir de la partie chinoise de respecter ses obligations. C'est la grande question que je vais poser les invités que j'ai le réel plaisir de vous présenter. À ma gauche, à votre droite, fidèles téléspectateurs, nous avons le réel plaisir de retrouver Ivan Kassongo. Bonjour Ivan. Bonjour. Voilà, Ivan Kassongo qui est journaliste à actualité.cd. À ma droite, deux journalistes. D'abord, Eric Izami. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à Ivan Kassongo, bonjour aux téléspectateurs et à mon co-débatteur de droite. Voilà, Eric Izami qui n'est plus à présenter, c'est un journaliste à Antenne A. Et l'autre journaliste à ma droite, toujours à votre gauche, chers téléspectateurs, Dieudonné Guanali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à mes deux co-débatteurs, Eric Izami, mon confrère d'Antenne A, et Ivan Kassongo d'actualité.cd. Je profite aussi de cet instant pour saluer tous nos téléspectateurs et puis amis de Géopresse. Voilà, Dieudonné Guanali qui n'est pas à présenter, c'est un journaliste ici à Géopolis Forum. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord rentrer à la régie pour demander un extrait de, on va dire, de la prise de parole du procureur près la Cour de cassation sur l'affaire Chérubin Okende. Et toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. J'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions, à ce jour, dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le pourrait vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, le Découyous était très tendu, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur,
ainsi que celui qui va encore être en prison aujourd'hui, M. son garde-corps. Retour sur ce plateau, nous allons entamer le débat avec Eric Izami. Eric, c'est vrai que quand vous suivez le procureur, vous pourrez dire par exemple son verdict a déjà est revêtu, on va dire, de la force de la chose jugée, mais est-ce qu'on peut s'interdire d'analyser quel regard, par exemple, vous portez sur ce feuilleton qui a commencé depuis juillet 2023? Là, je suis entre deux feux. Le premier feu, c'est votre question. Le deuxième feu, c'est son propos. Parce que lui, en tant que procureur général, au niveau de la Cour de cassation, nous a dit il ne faut pas spéculer, il ne faut pas. Mais lui-même déjà, oui. Rappelons-nous, Oui. Soyons sérieux, parce que nous sommes suivis par des Congolais et qui sont, il y en a nombreux qui sont largement mieux outillés que nous autres en cette matière-là. Lui-même, le procureur, moi je me rappelle, sans attendre les conclusions de balistique, les conclusions des médecins légistes, lui-même, non, il avait été criblé des balles, plusieurs balles donc, pas une seule, lui-même. Je me rappelle tout au début de cette affaire. Moi aussi, je me rappelle. Mais quelques mois après, il vient nous dire, franchement, je respecte, je disais ici tantôt que si le procureur général n'arrive pas là-bas qui veut, ne devient pas procureur qui veut aussi, mais franchement, il ne va pas nous interdire humainement de placer un mot. Pour moi, je ne vois pas Chiriban Okende qui venait fraîchement de quitter un gouvernement avec tout ce qu'il pouvait avoir, s'est donné la mort comme ça, être au bout du rouleau. Je ne sais pas quels sont ces parents congolais qui n'ont pas de préoccupation. Vous n'en avez pas? J'en ai plein. Ah ben voilà donc, pour moi, je respecte ce qu'il a dit, mais je ne cautionne pas tout de suite. Je respecte, je dis bien ce qu'il a dit, je respecte, mais tout de suite, quand même souffrez que je vous dise que je ne vois pas Chéribin s'est donné la mort lui-même. De par lui-même, non. Les photos que moi j'avais vues là. Bon, je ne suis pas expert, hein, ça aussi il faut que je le dise, je suis modeste dans ce que je suis en train de dire. Mais lui-même, le procureur, il nous a mis aussi dans une situation telle que c'est difficile maintenant, même pour réfléchir. Je me dis, nos amis qui sont dans le droit, parfois ils interprètent des choses selon que c'est dans X ou dans Y. C'est compliqué, très compliqué. Selon que vous appartenez dans telle obédience politique. Malheureusement. Ici, qu'est-ce qu'on nous avait dit sous Mende, porte-parole du gouvernement, que comment il s'appelait, Chebea. Il avait été trouvé avec des mèches des femmes, tout ça, des rouges à lèvres. Cette thèse n'avait pas tenu longtemps. Hein. Ah, mais Chebea, c'est les chéchés. Hein? Oui, Chebea. Chebea, en son temps, avec le général Oleko, je me souviens, la police. Nous, on a trouvé des mèches des femmes. 10 ans plus tard, c'est autre chose qu'on avait. Bon, je ne sais pas. Heureusement qu'il y a un autre joueur qui avait dit la justice de Dieu, il y en a. Voilà, la justice de Dieu, il ne faut pas en tout cas répéter ça. Dieudonné Boinali, quand vous regardez l'événement... Chancel Mbemba, je veux dire. Quand vous regardez l'événement, c'est quand même assez intriguant. Moi, je me rappelle, j'avais vu la voiture sur la route des poids lourds. On imagine quand même mal le ministre rouler jusqu'au la route de poids lourds, garé à côté, c'est tué quand même. Bon, attention Patrick Ilunga, nous sommes des journalistes économiques, mais nous sommes des Congolais, des patriotes. Il nous arrive aussi d'analyser, de fourrer nos nez, comme l'a dit si bien les chefs de l'État, chef Félix Tshisekedi, aussi dans des affaires qui ne nous concernent pas. Il nous arrive de faire des commentaires, des analyses, mais à mon humble avis, avec l'expérience que j'ai dans cette profession, j'ai aussi appris qu'on maquille un scène de crime. Ce n'est pas pour soutenir les procureurs, parce que, bon, mon co-débatteur a dit, bon, la photo que j'ai vue là, avec le sang humain là qui coulait, bon. C'est pour cela que je reviens sur la phrase, on maquille aussi parfois des scènes de crime. Il faut prendre aussi au sérieux ce qu'a dit les procureurs. Mais ce que je peux dire personnellement, ces procès nous laissent avec un goût d'inachevé. Au départ, quand on suivait l'évolution du procès, nous tous, nos idées, nos analyses cheminaient vers l'assassinat. Mais là, on vient de prendre tout le monde au tournant à défaut.
que ce n'est pas l'assassinat, c'est le suicide. Oui. Bon, je ne sais pas. Le suicide au sens du dictionnaire Larousse, au sens de l'ouvrage que j'aime beaucoup lire de Émile Durkheim, le sociologue français, les suicides, au vrai sens du mot suicide. Bon, quand on analyse aussi, on interroge l'histoire, s'il faut chercher le nombre de suicides en République démocratique du Congo, les taux de suicides, on compare l'Afrique, plus particulièrement la RDC à l'Europe, vous allez voir, bon, il y a plus de suicides en Europe qu'en Afrique. Il y a un point d'interrogation, il y a un mais. Bon, je me suis dit, bon, essayons d'accepter que c'est un suicide. Quelles sont les raisons qui ont poussé Cheribo Ekende à se suicider? Je pense qu'il n'y a que lui-même qui peut répondre à cette question. Mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme, nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique. Les personnes qui sont mieux placées pour confirmer aussi que c'est un suicide, pour appuyer la thèse de la justice, je pense que ce sont les sociologues et les anthropologues. Mais nous, en tant que journalistes, nous sommes restés avec un goût d'inachevé. L'affaire Okende, moi je pense, restera gravée dans les annales de la chronique judiciaire en République démocratique du Congo comme faisant partie des affaires non élucidées dont on ne connaîtra jamais les coupables, les commanditaires, les bénéficiaires de cet assassinat ou suicide, s'il faut l'appeler ainsi. Je termine aussi par vous dire que ça ne doit pas choquer sous d'autres cieux, par exemple en France. Moi, j'ai lu un ouvrage où on a parlé que chaque année en France, il y a au moins 100% des affaires qui sont présentées devant la justice, à la barre. Il y a 20% de ces affaires-là qui sont non élucidées, dont on ne connaîtra jamais la vérité. Donc il ne faut pas vous étonner que ça arrive aussi en République démocratique du Congo. Parce qu'on a tendance à dire que non, pourquoi c'est chez nous, Mboka Oyo finalement? Non, ça se fait aussi ailleurs, mais ce ne sont pas des choses à encourager. L'idéal de tout procès judiciaire, c'est d'arriver aux conclusions, à une meilleure enquête, à établir la vérité, qu'on puisse connaître les criminels, les condamnés, pour dissuader d'autres personnes à ne plus commettre cet acte. Je pense que c'est ça l'idéal. Mais si les justiciables et ceux qui administrent la justice, ils se retrouvent devant une difficulté où ils ne peuvent pas trancher, il ne faut pas aussi trop les en vouloir. Ce sont des humains comme nous. Souvenez-vous même du roi Salomon. Il avait utilisé sa sagesse pour chercher à savoir à qui appartenait cet enfant. C'est à la mère ici qui avait tué les siens, maintenant qui veut prendre l'enfant de l'autre, ou bien cet enfant appartient à la vraie mère. Mais comment il était arrivé à trouver la vérité? Il avait utilisé la sagesse. Mais il arrive aussi des fois pour les hommes de droit, même s'ils appliquent leurs principes, ils ne vont pas trouver la vérité. Même si on fait des enquêtes internelles, ils ne parviendront pas à la vérité. C'est pour ça que je vous dis, Cheribo Okende lui-même connaît s'il est mort par assassinat ou par suicide. Malheureusement, il n'est pas de ce monde. À part Cheribo Okende, il n'y a que Dieu. Et c'est ce que moi je peux dire en guise de conclusion, mais c'est regrettable. On aurait voulu connaître la vérité, mais on ne connaîtra jamais la vérité. C'est ça le mal. D'accord. Ivan Kassongo, quand on a suivi le procureur tout à l'heure, il dit que 2 ou 3 jours avant la mort de Chérubin Okende, il était préoccupé, il avait écrit sur son carnet qu'il était au bout du rouleau, consort, et que certaines pages de son agenda avaient été arrachées. Le procureur dit qu'il y a des gens qui sont fugitifs, donc qui sont en cachette aujourd'hui, et qui doivent, la justice congolaise continue à rechercher ces gens-là. Selon vous, est-ce qu'un jour peut-être on saura ce qui s'est passé réellement? Quelle lecture en général portez-vous sur le verdict qui a été prononcé hier? Justement, pour éviter l'inachevé, comme l'a dit Bonali, il fallait attendre, carrément. Que de faire ce que la justice a fait hier,
ça a donné l'air à un spectacle. Je pense que il fallait attendre qu'on ait suffisamment d'éléments avant de rendre public ces genres qu'on appelle conclusions, mais qui ne sont pas en réalité une conclusion, parce que les procureurs, les enquêtes vont se poursuivre. Alors, il fallait attendre qu'on ait... Surtout qu'il peut y avoir aussi des rebondissements. Justement. 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Il y a eu des procès comme ça dans l'histoire. On conclut, mais par après, on trouve les criminels. Oui, parce que pourquoi vouloir alarmer l'opinion avec des conclusions qui ne sont pas réellement, entre guillemets, des conclusions, on peut dire. Parce que c'est vraiment l'inachevé. Parce qu'en suivant, en écoutant les procureurs, on a l'impression que les enquêtes n'ont pas... La vérité n'a pas éclaté parce que les éléments qui pouvaient concourir à la vérité n'ont pas été réunis. Clairement, on en parle d'un problème de caméra, parce que le procureur confirme, il démontre qu'aucun n'était pas arrivé à la Cour constitutionnelle. Mais alors, au départ, je me rappelle le 14 juillet, c'était confirmé qu'un courrier a été déposé à la Cour constitutionnelle. Oui, nous tous on avait suivi ça. On a suivi le lendemain de sa mort. Là. Ils étaient un peu hâtifs, à mon avis. Oui, autour de tout ça, quand les procureurs viennent nous dire, même si ça peut être la vérité, ça donne l'impression d'un mensonge parce que lui-même il s'est contredit, parce qu'au départ il a dit autre chose, et maintenant c'est autre chose. Alors, quelqu'un est mort au-delà de tout ça, et que l'opinion... Ivan, vous avez la parole, mais ça peut arriver que les enquêtes démentent ce qui a été dit avant. Non, mais justement, je vais poser une question. C'est jusqu'à présent, le garde-corps de M. Chéribé est en prison. Le garde-corps est en prison. On avait arrêté les gardes-corps et son chauffeur. J'ai fait un article ce matin avec l'avocat du garde-corps. Le chauffeur est acquitté, mais le garde-corps jusqu'à présent est en prison. Mais on dit c'est un suicide. Donc on doit d'abord commencer. Suicide, donc on doit acquitter les autres. Il a fait près de 9 mois en prison. Exactement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des victimes, des gens qui sont en train de souffrir, parce qu'au départ, on avait dit que c'était assassinat. Même notre collègue, il est en tout à cause de ça. C'est histoire. Oui, Stani Boujaké. Parce qu'au départ, on avait dit que c'était l'assassinat. Alors il fallait trouver l'assassin. Oui. Et alors, en guillemets, ça pourrait être le garde-corps l'assassin. C'est pourquoi il est en prison. Parce qu'on doit mener des enquêtes. Il a passé tout ce temps en prison. Et jusqu'à présent, il ne sait pas s'il sortira lundi, aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Mais je crois que si la justice, elle est juste, on doit les sortir de la prison. Parce qu'il y a les conclusions qui ont dit que l'ancien ministre s'est suicidé. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, parce que même ses avocats, même la famille, personne n'y croit. Même dans l'opinion. Même moi, j'ai des inquiétudes. Tout le monde a des inquiétudes. Parce que c'est facile de dire qu'il avait des inquiétudes. C'est très facile. Parce qu'il fallait établir la portée de cette inquiétude. Qu'est-ce qui a précédé que la personne porte des inquiétudes aussi profondes qui peut pousser quelqu'un à prendre son véhicule, à aller quelque part, à cogner sur la porte d'une maison et puis à se tirer. Il fallait je pense que la justice devait commencer par trouver cette raison avant de dire ça. Si on ne trouve pas la raison, ça ne sert à rien de dire que quelqu'un s'est suicidé sans preuve. Voilà, si vous Surtout regardez... que dans notre culture bantou, on n'a pas de culture de se suicider. Il y a des gens qui ont des dettes. Nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple résilient. Il y a même des gens qui souffrent, mais qui refusent de mourir. Toujours Donc dehors, ils souffrent, s'améliorer. mais ils continuent toujours à espérer que demain, la vie, ça va s'améliorer. Il y a même des adages. Il y a un adage qui dit, moi, Naoumé, comme on a koufa, au fini checké. Il y a un adage comme ça. C'est-à-dire, aussi longtemps que le garçon n'est pas encore allé dans l'au-delà, par Dieu lui-même, non, il ne faut pas se moquer de lui. Il faut pas s'en moquer parce que ça peut toujours s'améliorer. Alors moi, je ne vois pas quelqu'un qui venait d'être fraîchement au gouvernement central, député national. Et puis, bon, non. Je pense que c'est l'inachevé. Il faut inachevé. Et c'est comme ça que ça doit nous assagir tous. Demain ou après-demain, si jamais on a un autre cas similaire, il ne faut pas que nous soyons hâtifs. Parce que là, le procureur, maximum de respect pour le procureur, mais il a été lui-même d'abord très hâtif. Hein, on n'avait même pas encore de conclusions des experts balistiques, il n'avait même pas des conclusions pour le médecin légiste. 2 jours après la mort. 2 jours après, lui-même il nous a dit, il a été criblé des dettes, on parlait de 3 ou 4 balles.
Bon, est-ce qu'on peut arriver à se suicider en se donnant 3 ou 4 balles? Je ne sais pas, une seule balle suffit pour... Voilà. C'était des enquêtes préliminaires, mais là, bon, elles sont définitives. Bon, là où seulement... Mais elles ne sont pas définitives parce qu'elles continuent encore. On note les conclusions. Bon, là espérons qu'il y aura des là où rebondissements. peut-être le procureur dit qu'il ne faudrait pas polémiquer à ce sujet par rapport aux réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme une poubelle. Chacun vient laisser ses saletés. On peut même faire de toi un Rwandais. On commence aussi à argumenter par des méchants qui te veulent du mal. Hein, là, il a peut-être raison parce que nous utilisons mal les réseaux sociaux. Au lieu que ce soit des instruments à pouvoir partager des connaissances pour nous assagir et nous enrichir mutuellement. Une autre chose, Eric Izami. Mais lui-même aussi, le procureur ne nous a pas aidés. Très tôt, il a été très actif. Mais une autre chose, avec l'autorisation des partis qui mais nous respectons. Nous ne devons pas aussi rester focus du côté du pouvoir de l'État. Parce qu'en tant qu'humains, nous tous, nous avons des ennemis, nous avons des gens qui ne nous apprécient pas, des gens qui ne nous aiment pas. Nombreux, ils sont. Une mort peut provenir de partout. Il ne faut pas aussi oublier ça. Voilà, on n'a pas fait focus sur tel ou tel. On s'est demandé justement sur le verdict qui est tombé jeudi dernier. Moi, je me rappelle que j'avais couvert même pour enlever la voiture du défunt député, Chérubin Okende. Il y avait une moto à côté qui avait été laissée, qu'on avait pris aussi par la justice. Alors, on ne sait pas en tout cas. On ne peut pas dire davantage sur ce dossier-là, mais on peut peut-être s'interroger judiciairement parlant, Eric Izami. Est-ce que la contestation va simplement s'arrêter? Je parle de la famille ou bien de sa famille politique. La contestation qu'on a suivie tous dans les médias, le porte-parole qui a remplacé d'ailleurs Chérubin Okende conteste le verdict. Est-ce que ça va se limiter à parler dans les médias ou bien judiciairement ils peuvent rebondir autrement et ailleurs, ici ou ailleurs? Ah ben il y a des gens qui sont tenaces, hein, mais ça dépend maintenant des attitudes des uns et des autres. Parce que pour moi, ça ouvre encore une autre brèche pour aller peut-être au niveau international. Parce qu'il y avait aussi des experts venus d'autres États. On n'a pas un peu, entre guillemets, fait confiance tout de suite à nos propres experts de la maison ici. On a fait intervenir les autres qui venaient de la Belgique, qui je ne sais pas, de la MONUSCO, qui de l'Afrique du Sud. Mais ils devaient être là hier. Nous aurions voulu qu'ils soient là pour qu'eux aussi nous disent que oui, même nous aussi, nous avions abouti à telle conclusion qui est... Et que nous, la presse, on a la possibilité de poser des questions. Non, les experts étaient venus prêter main forte à la justice congolaise, mais les conclusions ont été données à la justice congolaise. Non, ils ne font pas partie de la justice congolaise. La primaire, c'est à la justice congolaise de donner les résultats non, sincèrement, c'est définitif de l'enquête. C'est dossier difficile. C'est dossier très difficile. Mais vous savez, Dieu est juste, hein. Nous devrions quand même mettre un accent particulier sur la justice. La justice chez nous, même lui-même le chef de l'État qui nous gouverne, nous tous, il n'y a pas très longtemps, lors du briefing de tout dernier, il a dit que notre justice était malade. Et je crois qu'il n'a pas tort que de dire que notre justice est malade. Il y a tellement de problèmes chez nous et que la justice n'a pas encore jusqu'ici réussi à nous rassurer les uns les autres. Aujourd'hui, si vous avez un problème, vous allez au niveau de nos instances judiciaires. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens, même si vous avez raison, croyez-moi, vous risquez d'être déçus. Ils sont très peu, je ne dis pas que tous ils sont médiocres, non, mais ils sont très peu à vouloir vraiment participer pour rendre la justice à ceux qui ont raison, et puis dire le bon droit, c'est-à-dire sanctionner ceux qui ont fauté à gauche et à droite. Chez nous, il y a quand même un sérieux problème de justice. Et le chef de l'État, tiens, il n'a pas tort que de dire que notre justice est malade. Aujourd'hui, moi, je prends toujours ces cas ici. Vous êtes abonné dans une banque. Vous y allez déposer votre argent pour qu'on vous le garde. Mais à un moment donné, la banque tombe en faillite, et vous n'avez nulle part... Où se plaindre. Alors, en même temps, on dit, nous sommes dans un état de droit. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, c'est de l'injustice. Et puis, vous ne savez même pas où aller vous plaindre. Alors que vous y alliez déposer en toute quiétude, en bon citoyen. Là, vous parlez de la banque, il faut parler aussi je parle de la BIAC. D'un motocycliste aussi, qui endommage le véhicule d'un particulier. Ça d'ailleurs c'est courant, chaque jour. Ils sont en train d'écorcher. Il n'y a pas d'endroit pour se plaindre. Oui, vous ne savez pas vous plaindre pour qu'on vous rende. C'est compliqué. La justice, il y a un sérieux problème de justice. Voilà. Et la justice à plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'on peut, dans une société, des gens qui veulent vraiment avancer, payer par exemple à un député national 21 000 $ américains,
mais à celui qui a été son maître d'école primaire, celui qui lui a écrit, qui lui a montré à écrire la lettre A, on donne par exemple $200. Ça ne va pas. 21 000, ça ne va pas. Et puis nous tous ici, il nous arrive de tomber malades. Nous tous ici, il nous arrive de tomber malades. Le médecin, combien on donne à un médecin chez nous? Il grève tous les ans. Ça ne va pas. À celui qui nous protège par son arme, celui qui va combattre même au niveau du front là-bas à l'est du pays. Qui ne dort pas. Quand nous nous dormons, lui ne dort pas. Alors, il assure la sécurité. Cher Patrick Ilunga, renversons la tendance. Quand ils apprennent qu'un député... Payons à un médecin ce qu'on donne à un député national. Vous verrez que tous nos enfants vont développer l'ambition d'aller faire les études de médecine pour être médecin demain. Parce qu'on sait, là-bas je vais retrouver. Nos ISP aujourd'hui, Institut supérieur pédagogique, c'est deux peuples. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne veut venir à l'enseignement pour ne pas risquer à faire le martyr. Aujourd'hui, si vous avez une fille qui atteint l'âge nubile et qui vous présente un fiancé qui est maître d'école primaire, oh, je vais regarder à 2 fois. Ah ben voilà, faisons en sorte que nous puissions d'abord rééquilibrer les choses. Toujours la justice. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que le chef de l'État, devant l'Assemblée, devant l'opinion nationale, a dit ça, c'est un appareil qui est malade. Il devrait avoir honte, franchement. Voilà. Nous devons vraiment nous poser des questions. Vous avez évoqué des belles questions de justice sociale. Venons-en maintenant à notre deuxième thème. Vous le savez, il y a quelques semaines ou quelques jours, l'État congolais avait annoncé avoir réussi à renégocier le contrat chinois, le contrat qu'on appelait contrat du siècle, et que près de 6 milliards de dollars devaient être ajoutés au c'est pas contrat. 7 milliards Près de 6 milliards de dollars, en tout cas c'était 5 milliards 800 millions de dollars qui devaient être ajoutés au contrat, à l'ancien contrat en tout cas. Mais les chiffres sont parlants. On va commencer par Dieudonné Bouanali. On sait qu'en 15 années de contrat entre la RDC et les entreprises chinoises, seulement 1 milliard 200 millions de dollars avaient été versés en termes de routes, en termes d'infrastructures à l'État congolais, et que l'État chinois, ou bien les entreprises chinoises avaient bénéficié de 11 milliards, en tout cas avaient profité de 11 milliards de dollars. C'était un déséquilibre en 15 années. Et pensez-vous qu'en 20 ans, on pourra vraiment réussir à renverser la vapeur, c'est-à-dire à obliger la partie chinoise à respecter ses obligations? J'y crois. J'y crois parce que, je vais commencer d'abord par un petit rectificatif. Vous avez parlé des 6 milliards du nouveau contrat chinois renégocié, mais en réalité, c'est 7 milliards. À ces 6 milliards de dollars américains, il faut ajouter les 1 milliard 300 millions de dollars des reliquats de l'ancien contrat chinois dont les décaissements ont été faits en retard pendant que nous étions dans la période de l'alternance pacifique du pouvoir. Et lorsque la nouvelle administration, l'administration Tshisekedi est arrivée au pouvoir, on avait un peu mis en veilleuse les contrats chinois. C'est pour cela que vous avez vu beaucoup de chantiers depuis le départ de Joseph Kabila n'ont pas pu avancer. Il y a une année ou 2 ans que quelques travaux d'infrastructure ont été financés par les contrats chinois. Je donne par exemple la route Nzolana à Kinshasa qui a été achevée. Ce n'est pas l'argent du trésor public, c'est les financements sinon congolais. Il y a aussi quelques infrastructures sportives dans les Congos profonds, et plus précisément dans la province du Tanganyika et à Kalemi. Et il y a 3 jours, avec les nouveaux contrats, il y a quelques entreprises concessionnaires qui ont gagné les marchés pour construire des rocades, des routes périphériques dans la ville-province de Kinshasa pour essayer un peu de désenclaver la capitale. Je donne l'exemple de la route qui ira de Mboudi, Lutendele, Kimwenzagar, en passant par Njili Brasserie, Terre Jaune pour sortir sur l'avenue Nzoko. Ce trajet-là a été visité par quelques entreprises chinoises qui ont gagné les marchés. Et on attend seulement l'avènement du nouveau gouvernement. Et les tractations sont en cours avec l'informateur pour qu'on lance les travaux. Le financement est déjà là. Donc il y a seulement l'absence d'un nouveau gouvernement parce que
Le président de la République n'ira pas seul, il faut son ministre des Infrastructures et Travaux publics. Et ces contrats, au départ, c'était des 9 milliards, les contrats chinois. Ça avait été renégocié, rabaissé à 6 milliards, puis finalement à 3 milliards de dollars. Pourquoi? Il y a eu des pressions des partenaires multilatéraux et bilatéraux au développement. Vous avez le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, même certains États, entre guillemets, amis. Bon, en relation internationale, on dit qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je donne l'exemple, par exemple, de l'Union européenne. En 2006, cette organisation nous a soutenus pour l'organisation des premières élections démocratiques. L'Union européenne s'est demandé, mais comment moi j'ai financé vos élections? Presque à 90%. Et lorsque vous avez mis en place les gouvernements issus des élections, vous avez pris les marchés, surtout les secteurs miniers, vous avez donné ça aux Chinois. Ça avait créé des problèmes à l'époque. On avait mis trop de pression au gouvernement congolais. Et ces contrats, initialement de 9 milliards, est tombé jusqu'à 3 milliards. Même dans les 3 milliards... était tombé à 6 milliards 500. 6 milliards 500. Et puis Pour finalement, les infrastructures en réalité, pour, voilà. Les mines. Je suis en train maintenant de parler de 3 milliards réellement qui ont été financés, qui étaient destinés de manière concrète aux infrastructures. L'IGF, l'inspection générale des finances, avec à sa tête Gilles Alinguette, a trouvé même que même dans les 3 milliards là, l'État congolais ne s'est même pas retrouvé même à 1 milliard, même à un tiers. Parce qu'il y a eu des surfacturations des travaux. Nous avons commis une erreur en tant qu'État, et même l'actuel DG, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nikonzaou, à l'époque il était directeur général adjoint. Il a reconnu lors d'une interview accordée à la presse que l'État congolais avait commis une erreur de ne pas avoir fait des études de faisabilité pour tous les projets qui ont été financés. Et c'est pour cela que les Chinois nous ont roulé un peu. Ils sont venus financer des projets listés et non des projets qui ont pu bénéficier des études de faisabilité. Par exemple, non, nous avons besoin des stades. Cela, vous voyez, un stade qu'on construit, mais pour mettre la pelouse, ça vous prend plus de 10 millions de dollars. Est-ce que si vous allez au niveau de la FIFA et de la CAF, vous interrogez ces spécialistes, ces instances internationales de football, de gestion du football mondial, est-ce qu'ils vont vous dire qu'une pelouse naturelle ou synthétique pour la poser sur un terrain de football peut vous coûter au-delà de 100 000 dollars? Mais non, l'importation, frais de douane compris, même l'installation. Mais vous allez voir qu'il y a des travaux d'infrastructure qui ont été surfacturés. C'est là où nous louons le travail qui a été fait par l'IGF. Le président de la République revient aussi sur ce travail-là, tout le temps. Vous vous souvenez même lors de la dernière conférence de presse, il a félicité l'IGF. Oui. C'est pour vous dire que pour les travaux d'infrastructure qui seront menés pour les années à venir, en tout cas, on ne va pas blaguer avec les Chinois. Il y a des études de faisabilité qui ont été faites. J'ai cité tout à l'heure la rocade Kinshasa. La CGT a confirmé que les études de faisabilité sont terminées. Maintenant, ils sont seulement allés visiter l'itinéraire parce qu'il y a des délocalisations, des indemnisations à faire pour construire cette route. Maintenant, nous aurons 7 milliards de dollars. J'ai fait les calculs. Les spécialistes de la cellule des infrastructures du ministère des Travaux publics, ITP, ils disent que avec 1 million de dollars, vous avez 1 kilomètre de route. Maintenant, avec 7 milliards, j'ai fait les calculs, nous avons 7000 kilomètres de routes asphaltées. Je ne parle pas des routes en terre battues. Je parle des routes asphaltées. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est là où bâtir macadam. Goudron. Et vous avez un goudron ou bien bétonné. Donc 1 million de dollars, c'est 1 kilomètre. 1000 mètres. Maintenant, avec 7 milliards de dollars que nous avons déjà, en capitaux frais provenant de ces contrats, sinon qu'on les renégocie, nous avons 7000 km de route. Maintenant, je fais les calculs. L'est de la RDC, pour quitter Kinshasa, aller à Goma, Bukavu, c'est plus ou moins 2000 km. Je me dis, bon, si on nous fait une autoroute
qui traverse la RDC de l'est à l'ouest, et une autre qui part du nord jusqu'au sud. On a une route en forme, on peut relier le Congo. Donc, avec 4000 km déjà, on relie le Congo. Je me dis, bon, il faut bien gérer ces fonds. Pourquoi? Je termine par là. Selon les statistiques de la cellule des infrastructures de 2005, le réseau routier national de la RDC totalise 153 209 km, comprenant 7 400 km de voies urbaines, 58 509 de routes d'intérêt général, dont seulement 3 000 km de routes sont revêtues ou asphaltées. Nous avons seulement 3 000 km sur 153 000 routes tracées par les Belges asphaltées. C'est pour vous dire que c'est un pays à construire et à reconstruire encore sur le plan infrastructure. Nous voulons pour le deuxième mandat des autoroutes. Pas des petites routes genre celles qu'on nous a construites, l'avenue Elengesa. À peine ouverte, c'est déjà les embouteillages. La parole va tourner. Yvan Kassongo, quand même, on nous annonce que 650 km vont être construites, de routes, vont être construites sur 2024. Est-ce que ce n'est pas l'effet d'annonce quand même? Non, mais comme j'ai été édifié, je pense que ma demande avant l'émission de commencer par avec le ça valait la peine. Je crois que le plus important, c'est la rigueur. Moi, je crois que dans tout ça, il faut être rigoureux. On se plaint du comportement des dignitaires du régime de Joseph Kabila avec les contrats chinois, les gens sont empochés de l'argent. Mais pour la plupart, les mêmes personnes sont encore là aujourd'hui. Et s'il n'y a pas l'œil vigilant de Alinguete peut-être, je pense qu'on va retomber dans cette histoire. On risque d'espérer. Oui, on risque d'espérer avoir plusieurs kilomètres de route et après 2, 3 ans, 4 ans après, ces élections, et ces alternances encore, et puis on s'embrouille, et puis l'autre président qui viendra après, il faut renégocier parce que. Non, s'il vous plaît. Arrêtons cette histoire des régimes Tshisekedi, Kabila, non. Mettons-nous, les pays doivent fonctionner comme une administration. Même quand Etel n'est pas là, celui qui vient après doit comprendre que c'est pas ma maison, c'est un bien public. C'est un bien public et il y a des bases sur lesquelles je dois marcher. Vous voyez? Donc, l'effet d'annonce tel que tu le dis, c'est oui, parce que dans l'habitude, nos acteurs politiques ou nos dirigeants nous ont habitués à des faits d'annonce. C'est pourquoi tu es sceptique. C'est pourquoi tu es sceptique. C'est pourquoi moi je suis sceptique aussi. Parce qu'on est habitué à ça, nous dire on va faire autant et ils ne vont pas le faire. Après, ça sera des justifications. Malheureusement. Mais je pense que cette fois-ci, avec un peu de volonté, ces pays, nous sommes en retard de près d'un siècle. Nous sommes très en retard. Si ces dirigeants nous suivent aujourd'hui, cette fois-ci, prenons un peu de la peine de vouloir faire du bien aux Congolais. Les Congolais ont voté encore une fois sous la pluie pendant 7 jours. Et on pitié de ces peuples meurtris tous les jours. Donnons-le la route. Comme ça, les gens vont vivre au moins. Je peux aller à Goma en véhicule. Pourquoi pas on le vole et payer 500, 200, 300 dollars? Voilà. Non, mais Patrick Ilunga, j'aimerais quand même laisser tomber quelques mots. Justement, mon frère, la question, ouais. J'allais ajouter une autre question. Vous allez rebondir avec ce que vous voulez dire. On sait ce qui s'est passé en 2008 avec les Occidentaux, le FMI, tout ça, Banque mondiale, la pression que Dieudonné a bien résumé tout à l'heure. Cette fois-ci, on sait aussi que les Américains sont très impliqués dans le projet corridor de Lobito avec les mines, Zambie, RDC, Angola. Comment la RDC peut-elle gérer toutes ces rivalités et ne pas en pâtir, par exemple? Vous allez répondre et rebondir à ce que les autres ont dit. Si nous ne voulons pas en pâtir, nous devons former les nôtres. Parce que toutes les guerres de grandes nations là, se jouent sur notre sol. Malheureusement, nous sommes en train de traverser une période assez cruciale, la transition énergétique là. Et ça se joue sur notre sol. Parce que c'est nous qui avons 70% du lithium dans notre territoire de Manono, dans la province de Tanganyika. Moi, j'y ai été. J'ai vu la santé de nos enfants là-bas. Non, vous allez tomber à la renverse. Vous aurez des larmes aux yeux. C'est ici qu'il y a le lithium. Regardez la santé de nos enfants. Combien de Congolais avons-nous déjà nous-mêmes ici dans la maison RDC formés pour venir préserver tout ce bien que Dieu nous a donné, les coltan, cassitérite, manganèse, lithium, cobalt, etc. Combien de Congolais? Combien?
Misons sur la formation. Il n'y a pas d'université où on enseigne le coltan. Il n'y en a pas. Alors que ça devrait être... Si, quand même, il y a encourageant nos enfants à... La faculté de géologie, non? Non, il y a très peu qui y vont. Dans les sciences, il y a très peu. Il y a très peu, croyez-moi. C'est comme ça que je disais, il fallait... Oui, oui, ça va attirer. Et puis, ceux qui en ont l'expertise, donnez-leur un bon salaire. Vous verrez comment est-ce que les gens vont se ruer là-bas. Je prends ici le cas. Parce que Dieudonné a dit, construisons une route qui partirait de Kinshasa jusqu'au Goma, de Mbandaka jusqu'à Lubumbashi. Ce n'est pas possible avec notre configuration géographique. Déjà, toute la cuvette centrale de notre pays est occupée par la grande forêt. On dit de nous que nous sommes pays solution. Nous ne sommes pas pays solution de par notre effort. Nous sommes pays solution parce que Dieu a voulu créer notre pays comme ça. Nous ne savons pas faire des routes qui quitteraient de Mamba-Salaba dans le bas Zouélé pour venir jusque chez moi ici au niveau de, je sais pas, le Kassai vers... Non, non. Chez nous, nous avions été avertis, nous tous, chers frères. Henri Morton Stanley nous disait, 7 siècles avant, il dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra rien. Qu'avons-nous fait? Nous avons 64 ans d'indépendance. Même pas un mètre des rails. Nous avions été avertis, mais on est en train de dormir sur nos lauriers. On fait des discussions inutilement. Mais nous, journalistes, nous avons un avantage. Nous, au moins, nous jouons notre rôle. Notre partition, c'est celle-ci. Nous vous disons ce qu'il y a. Juste une petite illustration. Tous ici, s'il faut aller à l'aéroport international de Djili, nous empruntons le boulevard Lumumba. À son inauguration, c'était le plus long d'Afrique, sous Mobutu. Okay. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à tous nos gouverneurs qui se sont succédés ici, à l'hôtel de ville, de nous créer des bateaux qui quitteraient le beach Ngobila pour aller à Lancelé et vice-versa? On pourrait avoir des bateaux ordinaires qui quitteraient le beach Ngobila vers Kintambo Magasin. On utiliserait moins nos boulevards pour essayer un peu. Nos villes ici ont été construites sous la colonie par rapport aux intérêts du colon. Notre cas, le Belge. Mais 64 ans après, revends. Parce que Kinshasa a 24 communes. Et la plus vaste, c'est la commune de Maluku. Si vous prenez les 23 communes de Kinshasa, vous le versez dans Maluku. Vous n'aurez utilisé que 9% du territoire de Maluku. Donc on peut recréer Kinshasa. J'ai vu le Caire 2, en Égypte. Bon, on dira qu'ils sont proches des Blancs. C'est là-bas au niveau du Maghreb. Rentrons au Sénégal ici. On est en train de faire Dakar 2. Et d'ailleurs, avec la manière dont les gens peuvent circuler et tout ça. Malabo, chez le président Obiangema, ils ont fait Malabo 2. Nous sommes plus nantis que les uns et les autres que j'ai cités là. On peut avoir juste des autorités ou des gens qui nous font rêver. S'ils sont sérieux, les sérieux, ça nous manque. Vous voyez les spectacles qu'il y a maintenant au Sénat. Parce que, non, je voulais entrer par là. Nous avons pleuré et nous continuons à pleurer chez Ribon Okende, qui était un parlementaire. Quelle est l'image que nous avons offerte jusqu'aujourd'hui par rapport à notre Sénat actuel? Vous avez tous vu comment est-ce que Kengo Adondo a élevé cette chambre du Parlement à la place d'une chambre de la hauteur, de la mesure, de la sagesse, parce qu'en réalité, c'est la représentation de nos différentes provinces. Le Sénat, c'est la représentation de nos différentes provinces. Pour moi, tout l'argent qu'on va générer là par rapport à ce nouveau contrat renégocié, félicitations à Linguete et tous les autres, mais assurons ne serait-ce que l'interconnexion de nos différentes provinces. Que celui qui quitte Kinshasa n'est pas seulement la route pour aller au Congo central, que l'on réhabilite aussi les rails de train. J'ai martelé ici sur Henri Morton Stanley, 7 siècles avant. Au Sénat aujourd'hui, ils sont à 7 membres du bureau. Ouais. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le questeur adjoint, le rapporteur adjoint. Sur le 7, il n'y a que 2 personnes qui sont restées. Toutes les autres personnes, les 5, ont été élues. Le président a été élu député national et il a lui-même, de par lui-même, c'est-à-dire il n'y a pas eu de revolver, il n'y a pas eu une pression. De par lui-même, il vient, il dit, moi je renonce à mon mandat du sénateur. Je vais à l'Assemblée nationale. Je vais à l'Assemblée nationale. Celui qui est juste après lui, le premier vice, lui aussi, il a été élu. Edi Mundela, il a été élu, lui aussi. Il a renoncé à son mandat du sénateur. Il a opté pour l'Assemblée nationale. Des exemples à suivre. Oui. Mais non, le deuxième vice-président, il a été élu à Gemena. Gemena, c'est le chef-lieu de la province du Sulu-Bangui. Parce que Sulu-Bangui, vous avez Libenge, Zongo, Kungu, Boudjala et puis Gemena, chef-lieu. Il a été élu là-bas. Mais lui, par contre, il fait le contraire de ses prédécesseurs. Lui, il a été élu au niveau de la députation nationale, mais il renonce à son mandat de la députation nationale pour rester au niveau du Sénat. Alors, le questeur adjoint, ils ont été eux aussi élus. Carole Laguito, dans le Bazouélé, chef-lieu, Bouta, il y a Bambessa, Poko. Je veux dire... Il a amené trop de biscuits aujourd'hui. Non, pas trop de biscuits. La guerre qu'il y a,
Parce que maintenant, en principe, la personne qui vient pour diriger le Sénat, en entendant qu'il y ait élection qui est prévue en fin mars ici, le 31, nous avons déjà commencé aujourd'hui, le mois de mars, le 1er aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est un peu malmené à ce que je vois. Mais il fait office de celui qui dirige le Sénat, parce qu'il était membre du bureau. Vous avez, de par vous-même, renoncé. Et l'article 110 de la Constitution, la loi fondamentale, la loi des lois, la loi mère, point 9, dit que non, si vous avez renoncé, vous perdez. Peut-être que si vous serez encore une fois élu plus tard, et vous pouvez revenir. Mais l'image que l'on offre là, ça ne va pas. Parce que dans des médias, moi, je suis en train de lire, c'est maintenant des délégués syndicaux qui se rentrent dedans, tout ça. Mais lorsque nous allons négocier devant, par exemple, l'Union européenne, ou que devant les Rwandais, devant, je sais pas, les Chinois, si on n'est pas sérieux dans la maison, on ne nous respecte pas. Et la rigueur qu'a évoqué Ivan est très important. Voilà pourquoi nous, j'ai dit ici que nous jouons notre rôle, parce qu'à vous, notre population, nous vous disons ce qu'il y a. Pour que vous, population, vous puissiez ouvrir l'œil et les bons pour dire non à ceux des politiciens qui viendront vous rouler ou vouloir vous rouler dans la farine. Soyons sérieux. Voilà. Et les vaches seront bien gardées. Nous déplorons le fait que, très souvent chez nous, la course c'est seulement pour obtenir le poste. Une fois au poste, ils dorment. Ils ne font plus rien. Hein? Maintenant là, vous avez opté pour aller là-bas. Restez-y. Voilà. Travaillons parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Très bien, très bien. Donc, Eric Zami a pris cette parenthèse pour justement appeler les uns et les autres au sérieux parce que, selon lui et selon beaucoup d'analystes, c'est que ce qui se passe généralement dans nos institutions, en tout cas, témoigne de notre manque de sérieux, en tout cas, entre guillemets. Patrick Ilunga, il y a eu beaucoup d'exemples. Combien de fois a-t-on sorti l'argent du trésor public pour, par exemple, réaliser la route Kalambambouji? Combien de fois? Plusieurs fois. A-t-on réussi à le faire? Non. La réponse de la MIBA. Kakobola, Katende, c'est des choses qu'on devrait déjà terminer et puis on avance. Voilà. Les sérieux, nous insistons sur les sérieux. Voilà pourquoi le sujet relatif à la justice était important. Pour moi, celui qui fait bien, on doit l'encenser. Pour que nos enfants le prennent pour modèle. Celui qui fait mal, on doit le punir. Pour que la société ne soit pas... Par exemple, ce qui se passe avec les Jean-Jacques Mamba. Ah, franchement, ils donnent de béquilles même à nos ennemis pour rentrer dedans, ça ne va pas. Il nous reste très peu de temps. En tout cas, Izami a fait sa longue parenthèse pour parler du sérieux ou bien du manque de sérieux dans le chef des Congolais. C'était pour répondre à la question de savoir comment la RDC va gérer, Dieudonné Boinali, les rivalités autour des mines. Parce qu'il y a les Chinois qui doivent être payés en termes de mines, des minéraux. Il y a aussi les Américains qui sont très impliqués dans le projet Lobito. Une belle femme courtisée. Voilà. Personne ne veut en prendre en mariage. Malheureusement, c'est ça le Congo. Corridor de Lobito. Comment la RDC peut gérer toutes ces rivalités? Izami a répondu techniquement, mais il s'agira aussi de questions politiques, parce que là, on va toucher un peu de la politique. Comment la RDC peut manager toutes ces rivalités? Bon, Ivan m'a pris les mots que je voulais prononcer. Je voulais dire que le Congo est comme cette belle femme que tout le monde veut épouser. Mais je vais commencer... Épouser ou draguer? Ou draguer, comme vous voulez. Si vous voulez l'épouser, on ne fait pas au Congo ce qu'ils font là. Je vais commencer au commencement. Avant d'être République démocratique du Congo, nous étions d'abord État indépendant du Congo. Nos véritables pères fondateurs, parce qu'on parle souvent des pères fondateurs, des pères de l'indépendance, Kasavubu, Lumumba et les autres, mais nous semblons oublier que nous avons nos véritables pères fondateurs, ceux qui ont créé l'État indépendant du Congo. Et autour de cette table-là, il n'y avait aucun Congolais, il n'y avait aucun Noir et un Africain. Les véritables pères fondateurs de l'État indépendant du Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, ont toujours voulu que le Congo soit un marché ouvert pour tout le monde. Ça, c'est de 1. De 2, les voulant ainsi, aujourd'hui, le Congo est devenu le terrain d'affrontement des intérêts de toutes les puissances étrangères. Vous avez l'Occident et l'Orient qui s'affrontent par des nations interposées comme les États-Unis et la Chine. Hier, nous avons signé un contrat. Au départ, c'était
l'État congolais avec un groupement d'entreprises chinois. Mais aujourd'hui, ça a été corrigé. Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, est allé renégocier ces contrats pour qu'ils deviennent un contrat entre État à État. Et qu'il soit réellement un contrat win-win et pas le contrat win-perdant, déséquilibré. Parce comme... En 2008, on le voilà, aussi comme win-win. Win-win, mais malheureusement, ça a été déséquilibré. C'est parce que je n'avais pas terminé mon intervention, la première. Je voulais vous annoncer que les Chinois, ils avaient annoncé à Gilles Alinguet et à la présidente de la République qu'à la fin du mois de janvier 2024, ils vont décaisser 300 millions de dollars de ces 7 milliards. J'espère qu'ils l'ont fait. Et 400 autres millions début avril 2024. Maintenant, je reviens sur votre question. Comment nous devons faire pour gérer toutes ces rivalités ou bien toutes ces convoitises? Moi, je pense la réponse est à trouver dans un historien. C'est un général qui disait les Congo à la forme d'un revolver, l'Afrique à la forme d'un revolver, Frantz Fanon, et dont la gâchette se trouve en RDC. Par là, il voulait nous dire que nous sommes un pays carrefour. Rien qu'à voir la position géostratégique et économique de la République démocratique du Congo, vous allez voir que nous pouvons nous retrouver dans plusieurs organisations sous-régionales. C'est pour cela que vous voyez l'Est African Community appeler un peu le président Tshisekedi, non, amenez les Congo ici. Venez adhérer. Vous avez la SADC. Mais avant d'être dans la SADC, on était dans la CEAC. Mais que nous commençons un peu à négliger. Nous sommes toujours dans la CEAC, mais nous nous donnons plus dans la région, dans la communauté SADC. C'est pour vous dire que nous pouvons appartenir à toutes ces communautés et être un pays ouvert, un pays carrefour, qui va actionner le développement, même pour les pays qui nous environnent. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les pays qui nous environnent. Ils ne comprennent pas ça comme ça. Mais ils ne comprennent pas ça, mais malheureusement, ils viennent nous faire la guerre, nous déstabiliser, en oubliant que quand vous déstabilisez le Congo, vous retardez aussi votre propre développement. Là, c'est pour les Africains. Maintenant, pour les Occidentaux et les Chinois, moi, je pense que nous devons bien négocier. Parce que la réouverture ou la réhabilitation déjà du corridor de Lobito va profiter énormément à la République démocratique du Congo et à l'Angola. Même si le financement, l'idée est venue de la lointaine Amérique. Pourquoi? Vous savez combien coûte aux miniers le fait d'exporter la production du cuivre et du cobalt par les ports de Mombasa au Kenya, par les ports des Zanzibar, les ports de Durban en Afrique du Sud ou bien les ports de Dar es Salaam en Tanzanie. C'est beaucoup de millions de dollars perdus. Il y a le temps, la distance, il y a aussi la fatigue. Or, avec des projets, par exemple, de construction d'un pont entre, sur la rivière Luapula, entre la Zambie et la RDC, nous allons gagner à au moins 130 km. C'est beaucoup pour les milliers de transports. On va écourter la distance. Vous prenez aussi les retours vers notre ancien amour, c'est-à-dire sous Mobutu, avec la production de la gécamine, celle-ci était exportée par la voie de Lobito. Mais il y a eu la guerre de 25 ans en Angola, qui est venue arrêter notre marche vers le développement, avec la guerre Inita-Mpela. Et cette voie-là a été sabotée pendant la guerre civile, et le Congo n'avait pas d'autre choix. Il fallait chercher d'autres voies d'évacuation des minéraux. C'est comme ça que nous nous sommes tournés vers l'Est. Mais comme l'Angola maintenant a en paix, et grâce au financement américain, mais malheureusement, les marchés étaient gagnés par une entreprise chinoise qui a réhabilité cette voie ferrée. Nous commençons maintenant à évacuer nos minéraux vers la voie de Lobito, le corridor de Lobito. Mais nous gagnons en termes de milliers de kilomètres. Voilà, ce qui représente beaucoup de bénéfices. Ça représente beaucoup. C'est pour vous dire que non, on ne peut pas rejeter les Américains. Voilà. Mais malheureusement, les Américains ne jouent pas franc jeu parce que les fameux partenariats 4PP là. Qu'est-ce que la RDC en bénéficie sur le plan, par exemple, retour de la paix à l'Est?
c'est là où ça Merci blesse Dieu, un peu. merci Dieu. Mais je pense, comme on dit à Lingala Moussapimoko, et sur la Gaïlongete, le Congo a besoin non seulement des bras en interne, pour la reconstruction du développement, mais même à l'externe. On doit diversifier au même titre notre économie, au même titre nos partenaires pour développer notre pays. Voilà, Dieudonné Guanali, en tout cas merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Je vais faire le dernier tour de table avec cette dernière question, en espérant que vous allez être court en réponse. Ivan Kasongo, je vous pose 2 questions en une. D'abord la première. On sait qu'on a une structure qui s'appelle Bureau technique de contrôle. Quand vous voyez toutes ces infrastructures qui ont été construites ici à Kinshasa, par exemple, ils n'ont pas tenu. Quelle garantie maintenant nous on a, excusez-moi, quelle garantie nous avons pour, en tout cas pour avoir des infrastructures qui tiennent pendant 15-20 ans? Ça c'est la première question. Et puis 2, 20 ans, ce sera à 2044. Le président Tshisekedi ne sera plus président, c'est très probable. Quelle garantie on a pour suivre ce dossier-là jusqu'à 2044? Mais nous sommes un État, ce n'est pas une boutique de quelqu'un. Nous sommes un pays. Mais c'est fondé sur les expériences passées. Hein, malheureusement, le président Tshisekedi a trouvé un pays qui existe. Oui. Ça veut dire qu'il va partir en 2028, il va laisser un pays qui existe. Ça veut dire que c'est lui qui viendra après, il va trouver un bureau du Sénat, il va trouver l'Assemblée nationale, il va trouver des bâtiments, il va trouver les routes, il va trouver un État. Ça veut dire qu'il ne viendra pas pour commencer à réinventer les Congo. Et l'exemple que je peux vous donner, par exemple, les chefs d'entreprise de 2018. Non, mais c'est quasiment pratique, tous ces pratiques doivent s'arrêter. Parce que ça ne nous arrange pas, ces genres de pratiques. Ça ne nous arrange pas. Ces pratiques doivent s'arrêter. On doit intérioriser la pensée collective que le pays est un bien public. C'est-à-dire qu'on vient, on trouve quelqu'un de compétent, on laisse à la place. Et cette histoire de donner des fonctions de portefeuille à des partis politiques, là, des quotas AFDC aura telle entreprise, UDPS telle entreprise, c'est ça encore qui détruit les pays. La politique gâteau. C'est ça encore le problème. Et ces routes qu'on est en train de construire ici. Mais quoi de plus normal, les ingénieurs qui ont fait l'école, ils savent quelles sont les conditions élémentaires pour une route. Voilà. Et qu'il y a des experts qui doivent suivre. Est-ce que toutes les conditions ont été réunies pour qu'il y ait cette route? J'ai vu une route construite, c'est la première rue, sans bande de piétons. Ici, c'est la première rue d'Ilandos. Il n'y a pas où les piétons. C'est construit, il n'y a pas de une bande de piétons qui il n'y a pas il y en a pas. Quelques mois. Non, il n'y en a pas. Oui. Donc là où les piétons peuvent marcher, il n'y en a pas. C'est la route. Il n'y a pas où. Vous imaginez, c'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave. Et les gens, tout le monde le voit. Tout le monde voit. Voilà. Personne n'en parle. Eric Izami, en 1 minute, bureau, technique de contrôle. Et comment contrôler tout ça jusqu'à 2044, comment faire respecter ça en 1 minute? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Les bons exemples doivent être suivis. Ouais. Aujourd'hui, la muraille de Chine passe pour être les symboles de cette grande nation, l'Empire du Milieu. Mais la muraille de Chine a été construite pendant 7 siècles. C'est-à-dire, Kassavou vient, il fait sa part, il part. Mobutu vient, il fait sa part, il part. Laurent Désiré vient, il part. Joseph Kabila, il vient. Félix arrive. Ivan Kasson. C'est-à-dire qu'on dépolitise d'abord cette structure-là qui devra faire le contrôle. Et puis, prenons en compte cette histoire de la continuation de l'action de l'État. La muraille de Chine s'est construite en 7 siècles. C'est-à-dire que chacun de nous a sa petite pierre. D'ailleurs, l'adage le dit bien, Paris ne s'est pas fait en un jour. Même le président Tshisekedi, il ne va pas arriver à répondre à toutes les préoccupations. Non, qu'il fasse ce qu'il devra faire, mais très bien le faire. Et comme ça, misons sur nos enfants. Envoyons-leur dans les sciences. Parce qu'on a besoin des praticiens plutôt que des théoriciens. Ils sont nombreux, des juristes, des communicologues. Faisons d'abord fi à ça. Allons vers les sciences. Et puis, donnons de l'argent à ceux qui vont dans cette filière-là. Et puis, je crois qu'avec un peu de sérieux, nous pourrions peut-être... tant soit peu apporter la solution petit à petit jusqu'à améliorer pour quand même honorer la stature de notre pays. Nous avons un merveilleux pays, mais bon, jusque-là, on est en train de tanguer, malheureusement. Voilà, Dieudonné Guanali, la même question. Comment contrôler les ouvrages qui seront construits? 7000 km de route, ce n'est quand même pas rien. Comment garantir qu'on aura des ouvrages de bonne qualité? Et puis, comment faire le contrôle jusqu'à 2044 et s'assurer que les Chinois ne jouent pas de mauvais tours? Bon, la première chose a été faite, c'est-à-dire qu'il fallait renégocier ces contrats. La deuxième chose, je pense, il faut demander aux Chinois d'ouvrir les marchés.
Parce que nous risquons de voir les 7 milliards de dollars là, qui seront injectés dans le secteur des infrastructures, revenir aux Chinois parce que tous les marchés seront gagnés par les entreprises chinoises. Or, actuellement, on est tenté de parler et de chanter la sous-traitance dans les secteurs privés qui doit être réservée aux entreprises à capitaux majoritairement congolaises et aux entreprises congolaises qui ont au moins 51% des parts dans l'actionnariat. Je me dis, mais les compétences dans le secteur des infrastructures, on en a. On a l'office des voiries et drainage, on a l'office des routes, on a créé récemment l'office des voies, des dessertes agricoles, OVDA. Nous avons l'agence congolaise des grands travaux. Nous avons Foner. Nous avons quelques entreprises privées que je ne citerai pas pour des raisons de publicité. Mais on peut leur donner aussi des marchés. Il y a des routes qui nous ont été construites ici par des entreprises privées. Et même des ponts qui ne sont jamais tombés. Qui se plaint du pont Makelele, hein, à Bandalungwa. Ça, c'était aux États béton, sous Lunda-Boulou. Voilà, qui se plaint du pont Vincent Makelele. Léopold. Qui se plaint de la route Kassavou, de l'avenue Kassavou, dans son tronçon compris entre les ronds-points Victoire jusqu'à les marchés Mariana. La partie là qui est bétonnée. C'est plus de 20 ans que cette route-là est stable. Vous ne trouvez jamais des nids de poules. Qui se plaint? Nous voulons des entreprises comme ça, qui vont nous faire des infrastructures qui durent, que ce soit des Chinois ou des Congolaises publiques, des Congolaises privées. Nous voulons des routes qui durent. Et puis, il faut aussi corriger les erreurs faites par les ingénieurs passés. Si moi, je n'arrive pas à me demander pourquoi, par exemple, l'avenue 24 novembre n'a pas duré. Allez voir l'état dans lequel se trouve l'avenue ex-24 novembre, actuellement Libération. Il y a des avenues qui ont été construites dans le cadre des programmes sinon congolais, mais qui n'ont pas duré, à part le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba. Citez-moi encore une avenue qui a été construite dans le cadre du programme sinon congolais, première phase, qui tienne encore. Il y a un sérieux problème. Deuxièmement, nous avons des avenues construites qui tiennent, mais dont les croisements ou les carrefours ont été mal faits, il faut corriger. Je prends par exemple l'avenue Kikwit, en se croisement avec l'avenue Elengesa. Mais je ne sais pas comment les deux ingénieurs n'ont pas voulu communiquer ensemble. Or, ce sont des Congolais. L'ingénieur qui a fait l'avenue Kikwit savait que sa route-là devait croiser Elengesa. Celui qui a fait Elengesa savait que sa route devait croiser aussi Kikwit. Mais allez-y, là-bas, vous allez trouver la route à la forme de la lettre T. Il n'y a pas de carrefour. Il y a des embouteillages monstres à ces endroits. C'est pour cela que je vous dis que nous avons des problèmes sérieux. Ceux qui sont appelés à travailler, vous avez cité BTC, les bureaux techniques de contrôle. Moi, je me dis, mais les contrôles, on les fait a posteriori, avant et après. S'il y a des erreurs, on corrige. Nous avons aussi l'inspection des infrastructures qui fait le travail d'inspecter nos routes. Merci. Pourquoi on attend qu'un nid de poule puisse prendre autant de mètres pour qu'on vienne réhabiliter? Il n'y a plus de route à Kinshasa, il n'y en a plus. C'est en termes de centimètres, mais il faut déjà formater. Il n'y a pas de route, on ne circule pas. On ne circule pas. Et puis, il faut réhabiliter beaucoup de routes. Je pense dans les 7 milliards, on va penser à l'avenue Kassai, qui est totalement abandonnée, qui porte même le nom de la province du chef de l'État. L'avenue Kassai. C'est regrettable. D'accord. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, on ne circule pas bien. Merci Dieudonné Boinali. En tout cas, Géopresse, c'est ici la fin de parcours. Cette émission, en tout cas, on va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir. On va se quitter, mais avant cela, on va d'abord remercier les co-débatteurs, en tout cas mes invités, Ivan Kassongo, Eric Izami et Dieudonné Boinali. Nous allons également remercier la technique et la régie. C'est ici, en tout cas, je me répète, la fin du parcours. Ciao, à la semaine prochaine.